Bienvenue à cette nouvelle rencontre du Forum urbain. On va parler ce soir de la fabrique de la ville en mode sobre. Donc je me présente, je suis Laura Brown, je suis architecte, docteur en sociologie et en ce moment je travaille au LIR, qui est le labo de Suez, sur la question de la ressource en eau potable. On va discuter ce soir de l'ouvrage qu'a coécrit Charlotte Alpern, ici, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. On remercie donc le Forum urbain qui a pour, je le rappelle, vocation de mettre en relation les chercheurs qui travaillent sur la ville, toutes disciplines confondues, avec des acteurs socio-économiques des territoires. Donc des élus, des décideurs, des industries, mais aussi des associations. Donc le Forum organise régulièrement ce type de rencontres sur la métropole qui visent à décloisonner les disciplines, à faire circuler les expertises. Donc on est ravis d'être ensemble ce soir à l'IJBA, qu'on remercie pour l'accueil. Donc on a le plaisir d'accueillir Charlotte Alpern, qui est chercheure au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po à Paris, qui est l'une des directrices de l'ouvrage Ville sobre. On accueille aussi trois invités de la scène locale bordelaise, Julia Barrault, ici, qui est sociologue, chef du pôle acteurs et usages du LIR, donc le Centre de recherche et développement de Suez. Monsieur Patrick Fauché, à ma gauche, qui est directeur du service de l'écologie, de l'environnement et du développement durable de Bordeaux Métropole et qui, dans une autre vie, était chercheur à l'Université de Bordeaux, qui a soutenu une thèse en instrumentation et mesure. Et puis enfin, Céline Réhoubé, représentante de l'association Zero Waste Bordeaux, qui est diplômée en droit et relations internationales, qui a beaucoup travaillé en Europe sur des sujets éminemment environnementaux et qui met aujourd'hui ses expériences au service du public en collaborant notamment avec des élus de la ville de Bordeaux. Donc ce soir, on va vous parler et débattre autour de la question des villes sobres, des nouveaux modèles de gestion des ressources, et on interrogera par là le rôle des acteurs, tous concernés, citoyens, institutions, industries, associations, chercheurs, enseignants. On va s'appuyer donc sur cet ouvrage qui est paru aux presses de Sciences Po en 2018. Il est issu du programme de recherche Syracuse, soutenu par l'Agence nationale de la recherche et puis par Suez. 14 auteurs ont participé à la rédaction. C'est un ouvrage assez dense, avec de nombreux chapitres. On peut citer les trois co-auteurs, Dominique Laurin, qui sera invité dans une prochaine rencontre du Forum urbain au printemps, mais aussi Catherine Chevauché de chez Suez Consulting et puis Charlotte Alpern. Donc en tant que modératrice, je vais faire une toute petite introduction et puis ensuite on va laisser place aux questions, au débat. Donc l'ouvrage, il s'inscrit à la suite de nombreux travaux sur la ville. Certains sont très connus et font encore référence depuis les années 60-70, comme ceux de Françoise Choé sur l'urbanisme, utopie et réalité, qui retrace les doctrines sur l'urbanisme et qui fait émerger un certain nombre de catégories qui questionnent en fait l'urbanisme dans son essence, qui questionne la société mécanisée ou non. Et puis, ça s'inscrit aussi dans d'autres types de travaux qui sont plus contemporains, comme La ville des flux et David Mongin, qui relie les villes au prisme des flux, des réseaux dans la mondialisation, ou bien les villes globales de Saskia Sassen, qui sont définies au travers de circulation économique mondiale entre les firmes, les organisations, mais encore les villes gouvernées par le projet, avec les travaux de Gilles Pinson, ou les villes métropoles, avec les travaux de Cynthia Gora-Gobin, mais aussi le collectif Patrice Gaudier, Guy Tapi, Thierry Aublé, qui analyse les effets de la métropolisation sur la fabrique de la ville. Et donc nous voici entrés dans l'ère des villes sobres. La première originalité de cet ouvrage, c'est d'avoir pris comme point d'entrée, je pense, le climat, de l'urgence déclarée dans certains contextes, ou de la vulnérabilité dans d'autres, d'avoir posé en tout cas le constat de la raréfaction des ressources, bref, de partir de l'hypothèse qu'une nouvelle donne environnementale amène des transformations dans les modes de gouvernance de la ville, du cadre bâti et de l'environnement. La deuxième originalité, sans doute, c'est d'avoir pris le parti de poser la question de la sobriété à un panel international de ressources, gérées différemment selon les contextes,
urbains analysés. Donc l'ouvrage analyse 9 cas métropolitains qui révèlent à la fois des symbioses, des innovations, des gros objets urbains. Donc on voyage entre l'Amérique du Nord, du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Et on découvre dans chaque cas des exemples de transition énergétique, des stratégies pour pallier la rareté des ressources, des solutions pour s'occuper des déchets, de l'eau potable, des aéroports ou des parcs industriels. Donc la fabrique de la ville, elle est observée ici sous l'angle de la sobriété, sur lequel on va revenir dans une première partie de table ronde qui va durer à peu près 45 minutes. On va voir en fait comment ce concept est utile, non seulement d'un point de vue théorique, mais aussi opérationnel. On va voir si les phénomènes de changement climatique et de nouvelles donnes environnementales sont suffisants pour expliquer le basculement entre un courant dit de progrès et un autre de décroissance. On parlera peut-être d'une troisième voie qui semble donc s'ouvrir. Je vais commencer par poser la première question à notre auteur. Charlotte, déjà, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le concept de la sobriété qui est dans le titre de l'ouvrage et qui est un fil conducteur pendant toute l'étude? Est-ce que ce concept est suffisant face au changement climatique dit d'urgence? Merci beaucoup. Alors donc, tout d'abord, merci pour cette invitation et de cette occasion de discuter de cet ouvrage, des travaux, des recherches qu'on a menées, des résultats aussi qu'on peut présenter avec les différents co-auteurs et les contributeurs. Donc cette notion de sobriété. Nous l'avons choisi pour deux raisons. La première, c'était de se situer dans un débat qui est peut-être moins sur le changement climatique directement que vraiment sur la question de la raréfaction des ressources naturelles. Donc le premier ancrage finalement, ou la première motivation de cet ouvrage, c'était de réfléchir à la manière, à travers la gestion des services urbains notamment, de penser ce phénomène de raréfaction des ressources et d'analyser, d'étudier, d'observer les différents mécanismes qui étaient mis en place dans ces différents contextes internationaux pour répondre à cette demande, en tout cas à ce phénomène. Le second choix qui nous a guidés, c'était de se positionner finalement entre deux entrées possibles, deux voies possibles que l'on trouvait de manière extrêmement récurrente, à la fois dans la littérature, mais aussi dans les débats sociaux, politiques que l'on peut entendre sur la question de la raréfaction des ressources. La première, c'est la voie du business as usual. L'idée selon laquelle, à travers les technologies, à travers les techniques, eh bien, on pourrait répondre à ce phénomène de raréfaction des ressources, développer des techniques, des technologies, en l'occurrence des symbioses, des phénomènes d'articulation entre différents services urbains, par exemple la gestion des déchets, la question des rapports entre déchets, énergie et avec le secteur de l'eau, et bien que ces technologies, ces symbioses permettraient de répondre à ce phénomène de raréfaction des ressources, que ce serait suffisant finalement pour y répondre. Et c'est finalement une approche, cette entrée par les technologies qu'on va retrouver dans d'autres secteurs, y compris des domaines que nous, on n'a pas étudiés dans l'ouvrage. Je pense par exemple à la question de la mobilité, mais on peut en retrouver d'autres dans lesquels on va avoir cette croyance dans les technologies pour permettre de répondre à ce phénomène de raréfaction des ressources sans forcément remettre en cause les process, les manières de s'organiser, les manières de concevoir l'organisation des communautés politiques, des organisations sociales, économiques, etc. Et puis la deuxième voie possible, c'était celle que l'on trouvait dans les travaux sur la notion de décroissance, autour de la notion de décroissance. Et donc cette notion de sobriété, elle s'inspire de travaux de l'écologie industrielle, de l'agri-écologie. Elle ne perd pas de vue cet horizon de progrès. Et donc contrairement à des travaux que l'on peut lire, notamment sur la décroissance, eh bien elles vont permettre de penser ce phénomène de raréfaction des ressources, les moyens d'y parvenir, sans remettre en cause cet idéal de progrès. Et donc on a tenu à tenir cette ligne médiane pour
voir si cela nous permettait ou pas de penser la capacité des sociétés, des économies à se transformer, à s'adapter, mais aussi à transformer durablement des formes d'organisation politique, sociale, économique dans des sociétés éminemment capitalistes, parce que ce sont celles sur lesquelles nous avons travaillé finalement. Donc c'était le pari de cet ouvrage que de voir si cette voie-là nous permettait d'analyser ce phénomène, de rendre compte des choix qui pouvaient être faits. Et donc à partir de là, notre fil rouge a consisté à travailler non pas sur une approche par secteur, mais plutôt à travailler sur la coordination, l'intégration, la capacité à penser les interrelations étroites entre différents secteurs, donc la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion des déchets, mais aussi de penser les interrelations entre l'économique et le social, entre différents types d'échelles au sein d'une métropole, allant d'une maille très très fine à l'échelle d'un bâtiment, d'un îlot, jusqu'à l'échelle de la métropole, dans des cas comme New Delhi par exemple, ou dans un exemple plus proche comme le cas de Genève par exemple, ou à l'échelle d'un grand aéroport comme celui d'Amsterdam Schiphol, eh bien on est sur des mailles beaucoup plus importantes. Et donc l'idée était aussi d'interroger cette question des échelles et de l'organisation de ces interrelations, de ces formes de coordination, de ces mécanismes aussi de gouvernance, d'intégration de ces intérêts à des échelles qui n'étaient pas uniquement des échelles très locales ou très micro. Donc de travailler sur cette imbrication des échelles. Donc la prise en compte à la fois de cette dimension sectorielle en silo, des interrelations possibles, tout en ajoutant la couche informationnelle des grands ensembles de données, eh bien, nous a permis de travailler sur les différents mécanismes qui peuvent être introduits dans ces différents territoires. Alors, vous m'avez demandé si c'était suffisant pour répondre à l'urgence climatique. Alors, la réponse dans l'ouvrage, tout dépend de la manière dont on se positionne. C'est-à-dire que nous, dans l'ouvrage, et même si on a essayé de parler à un public le plus large possible, notre point de vue était avant tout analytique. Donc, sur un plan strictement analytique, la réponse principale de l'ouvrage, c'est de dire que cette entrée par la technologie, effectivement, ne suffit pas. Deuxième résultat, c'est qu'il y a plusieurs façons de s'organiser dans les différents contextes qu'on a étudiés pour répondre à ce phénomène de raréfaction des ressources. Et puis, la troisième entrée, c'est que de manière, si l'on veut prendre au sérieux ce phénomène de raréfaction des ressources et mettre en place les mécanismes en termes d'organisation sociale, politique, économique qui permettent d'atteindre des résultats à court et moyen terme, eh bien, cela nécessite des mobilisations considérables en termes de ressources, des efforts de réorganisation politique. Donc, ça peut être la création d'une nouvelle instance politique, ça peut être la réorganisation de business model, de systèmes de rentabilité à l'échelle d'une firme. Ça nécessite aussi la prise en compte à l'échelle des associations, des communautés locales de processus d'investissement très forts et d'accès à des processus décisionnels que l'on ne peut pas mettre en place sur des durées extrêmement courtes. Donc, en termes d'urgence, peut-être que ce n'est pas la solution, mais en tout cas, ça fait partie des processus à travers lesquels nos sociétés peuvent s'adapter pour répondre à ce phénomène. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages aussi en termes de résultats, des limites que peut montrer le concept de sobriété. J'aimerais bien un peu avoir le point de vue des uns et des autres autour de la table sur la manière dont vous vous emparez en fait au quotidien dans vos activités. Peut-être commencer avec Zero Waste, avec vous, Céline Réboubé, sur la manière dont vous travaillez cette question-là. Est-ce que peut-être vous ne l'appelez pas de la sorte, sobriété, mais est-ce que vous pouvez nous présenter en fait les principaux objectifs de l'association et quel secteur particulièrement vous visez ? Donc moi je suis bénévole à l'association Zero Waste Bordeaux, donc c'est un groupe local de l'association nationale Zero Waste France, et une de nos parmi nos missions, on va dire qu'on a la promotion de la réduction des déchets en général. On a pour objectif d'aller vers une société qui est de plus en plus zéro déchet. Et on a aussi parmi nos missions de faire de la sensibilisation sur les moyens de gérer les déchets qui ne sont pas forcément durables. Je pense à l'incinération, je pense à l'enfouissement, je pense au tri mécanobiologique. Voilà. Donc nous, quand
quand on voit ces deux alternatives-là, soit lier les technologies ensemble, soit aller vers quelque chose de plus dans la décroissance, on va être plutôt sur une ligne à promouvoir une certaine décroissance finalement. Parce que pour nous, par exemple, produire de l'énergie en brûlant des déchets, produire de l'énergie par l'incinération en brûlant des déchets, c'est pas forcément un moyen très durable de gérer les déchets. On va plus être dans une ligne de les réduire à la source. Et on estime qu'il n'y a que 9% finalement des déchets qui sont vraiment des déchets ultimes. Donc pour nous, c'est pas un modèle durable, l'incinération, même s'il y a la production d'énergie à côté, et heureusement qu'il y a de l'énergie à côté, la production d'énergie à côté. Donc voilà, et avec l'association Zero Waste France, on a un gros travail de plaidoyer qu'on fait à un niveau plutôt national, mais aussi européen. On a réussi à obtenir quelques avancées notables dans la matière, avec l'interdiction de nombreux objets à usage unique au niveau européen, qui est répercuté au niveau français, qui va plus loin que ce qui a été prévu au niveau de la législation française. Donc voilà, nous on serait plus sur une ligne vraiment aller vers une sobriété qui répond plus à quelque chose de décroissant, avec une consommation au quotidien qui va être moins importante, tournée vers des choses plus durables, pour essayer de réduire les déchets à la source. Merci. On voit aussi que la dimension internationale est assez importante aussi dans vos activités, parce que là, vous dites Zero Waste Bordeaux, France, c'est un groupe. Est-ce que vous pouvez présenter peut-être ce que vous faites aussi à l'international ? Du coup, il y a une 50aine de groupes locaux en France, et Zero Waste France a un gros travail de plaidoyer au niveau du Parlement, etc. On fait partie, Zero Waste France fait partie de plusieurs coalitions qui font ce travail de plaidoyer au niveau des parlementaires, des députés, etc., mais aussi au niveau européen. Ça permet de faire avancer la législation. Et nous, au groupe local, on est plus là pour éventuellement accompagner les collectivités qui souhaitent aller plus loin en matière de réduction des déchets, mais aussi faire de la sensibilisation de manière un peu plus générale auprès des citoyens, de tout un chacun, pour donner des clés pour essayer de réduire ces déchets à la source. D'accord. Merci. Peut-être Patrick Fauché, vous, dans vos missions à la métropole de Bordeaux, vous inscrivez fermement dans cet impératif écologique, environnemental, j'imagine, vu le titre de votre service. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos principales missions ? Oui, je vais vous en parler, mais avant, je voudrais revenir sur le concept de sobriété. Je vais vous proposer de faire, moi qui suis physicien, je vais faire de la sociologie du café du commerce, mais je vais vous inviter à regarder cette pièce, cette salle, ce plateau. Ce plateau est-il sobre d'un point de vue énergétique ? Si vous regardez la température qu'il fait ici, il vaut mieux avoir une petite couverture sur les genoux, effectivement, parce qu'au ras du sol, il fait très froid. Il fait pas très chaud. Et puis, par contre, si vous allez là-haut, vous voyez qu'il y en a qui ont enlevé toute la veste, etc., et qui sont en t-shirt. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est là que je vais faire de la sociologie bon marché, c'est de voir où vous vous êtes naturellement concentré. Donc, plutôt sur la partie haute, où vous avez 4 à 5 degrés de plus qu'en bas. Donc ça, c'est pour la question du comportement humain. Vous l'avez sûrement fait pour d'autres raisons, peu importe. je suis complètement subjectif dans cette appréciation, mais je l'utilise. Et après, je vous invite à regarder comment la technologie aujourd'hui, en 2019, cet établissement ne date pas de cette année, mais il n'est pas si vieux, n'est pas capable d'anticiper ce qu'on appelle la stratification thermique, qui fait que effectivement la chaleur monte. C'est quand même pas un phénomène physique extrêmement complexe, et qu'on ne sait pas la rabattre vers le sol pour rendre le lieu confortable et moins énergivore, donc plus sobre. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse pour qu'on soit d'accord sur le... Il y a des nombreux architectes dans la salle, donc c'est sûrement utile. Sur la question de Bordeaux Métropole, effectivement, la sobriété est un élément clé. On a adopté en juillet 2017 un plan haute qualité de vie pour un territoire durable. C'est un titre à n'en plus finir. Mais il a trois axes très clairs. Le premier axe qui est de faire de ce territoire un territoire à énergie positive à l'horizon de 2050. Ça veut dire qu'en 2050, on consommera, ou on produira plutôt autant qu'on consomme. Vous voyez un peu l'effort. Ça veut dire faire beaucoup d'efforts pour consommer moins. Et ça veut dire faire beaucoup d'efforts pour produire localement. Et évidemment de façon propre et renouvelable. Donc cet objectif-là, vous imaginez que évidemment va avec
la notion et la question de la sobriété, moins nous consommerons et mieux nous pourrons atteindre cet objectif de production. Alors ça renvoie vers deux choses. D'abord, effectivement, des comportements plus sobres. Et donc le troisième axe de notre plan d'action est entièrement dédié à l'ensemble des acteurs du territoire qui sont évidemment concernés par cet objectif. Et puis on s'est aussi dit que tout ça n'était pas possible sans une contribution des territoires voisins, et donc nous sommes actuellement en train de conventionner avec un certain nombre de territoires voisins pour voir d'abord comment on peut construire une relation plus équitable entre eux et nous, parce qu'aujourd'hui ils ont le sentiment, et peut-être justifié, que nous siphonnons leurs ressources, que ce soit en eau, mais aussi en énergie, puisqu'on a des chaufferies bois et on aimerait bien les alimenter avec le bois local. Et local, c'est pas forcément sur la métropole, c'est bien dans les territoires voisins. Donc on est bien dans cette relation de recherche d'un nouvel équilibre. Alors peut-être pas à l'échelle planétaire, mais à l'échelle locale. Pourquoi à l'échelle locale ? J'en finirai là dans un premier temps, parce que tout simplement notre intérêt est de relocaliser le système énergétique et relocaliser le système alimentaire. Alors, le système alimentaire, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais le système énergétique, c'est un sujet tout à fait important. La facture énergétique de Bordeaux Métropole est chaque année de 2 milliards d'euros. Or, compte tenu de l'organisation du système actuel, ces 2 milliards d'euros à 90% quittent le territoire et ne font aucune valeur ajoutée sur le territoire, ni en termes d'emploi, ni en termes de richesse. Donc l'intérêt serait effectivement d'en capter au moins 10, 15, 20, peut-être 30 ou 40% dans un futur très proche. Merci Patrick. Je voulais pas préciser peut-être, mais si vous avez des questions, préparez-les, puisque ça va être assez interactif d'ici peu. Donc Julia Barrault, ma question c'était un peu sur votre point de vue depuis le LIR, donc le labo de R&D de Suez. Comment le LIR se positionne sur cette question de la sobriété ? Est-ce que vous êtes un acteur leader innovant, plutôt un consultant, un partenaire des collectivités ? C'est vrai qu'on parle souvent des solutions d'ingénierie qui sont à la mode, les innovations technologiques qui peuvent répondre à des enjeux environnementaux. Mais voilà, vous êtes sociologue, donc je voulais un peu votre point de vue, quelle est la place de la sociologie parmi toutes ces réponses possibles ? Oui, merci. Je commence par m'excuser par avance. Je suis malade. Je fais mon immunité en même temps que mon bébé de 10 mois à la crèche. Donc voilà, c'est avec un peu de retard. Donc du coup, merci Laura, merci de votre invitation. Donc je vais dire peut-être 2 mots pour commencer sur le LIR. Donc on est un centre effectivement de recherche et développement. Ça fait 6 ans, 7 ans presque qu'on est installé donc sur le campus de l'Université de Bordeaux. On est une trentaine aujourd'hui, répartis en 4 activités. On a vraiment des ingénieurs, enfin même une grande majorité d'ingénieurs et de chercheurs plutôt donc en hydrologie par exemple, en modélisation, en statistique, des chimistes aussi. Et donc moi j'anime un pôle qui s'appelle le pôle acteurs et usages où on est des sociologues. Laura fait son postdoc en ce moment dans le pôle que j'anime. Et donc effectivement débarquer dans une entreprise comme Suez avec un fort marquage quand même ingénieur et ingénierie, nouvelles technologies, etc. Il a fallu aussi trouver une place pour une autre approche. Alors je dis pas qu'aujourd'hui on n'est pas très nombreux à faire ce que je fais au sein de Suez, mais mine de rien, j'ai quand même, et le pôle que je mène a une audience que moi je trouve notable. Et par exemple, pour prendre un exemple parmi d'autres, quand on parle de la consommation d'eau, par exemple, la consommation d'eau potable, on parlait de raréfaction des ressources, comme les déchets, la première des solutions, c'est quand même de moins la consommer. Et donc, on peut mettre en place un certain nombre de dispositifs techniques qui permettront, par exemple, vous avez tous entendu parler des dispositifs hydroéconomes, des mousseurs, par exemple, qu'on peut installer chez soi, etc. Sauf que si on n'accompagne pas les gens à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ou pourquoi est-ce qu'ils devraient faire les gestes qu'on leur demande de faire, on va avoir des actions à très court terme. Si par exemple, on les incite à changer de comportement, mais sans leur donner les moyens de comprendre et de se responsabiliser, on va avoir pas des actions inscrites dans le long terme. Alors c'est un des exemples. On a plein d'autres sur lesquels on travaille.
Tout à l'heure, vous parliez de travaux ou d'intersectorialité, etc. Donc, on commence chez Suez. Hein. On a aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant que l'entreprise a créé une marque unique. Avant, on était sectorisé. Il y avait les déchets d'un côté, l'eau d'un autre côté, puis l'assainissement, etc. On va aujourd'hui vers des travail on essaie de désiloter, je ne sais pas si ça existe le mot. Bon, enfin, je l'ai inventé. Décloisonner. Et de toute façon, on se rend compte que sur certaines thématiques, c'est juste indispensable. Si je vous prends par exemple l'exemple de la limitation ou la réduction au maximum des déchets qu'on jette, qui se retrouvent du plastique qui se retrouve dans les océans par exemple, c'est 10 milliards de tonnes, 10 millions, pardon, pas 10 milliards, 10 millions de tonnes de déchets chaque année qui sont rejetés dans les océans. Et on sait que travailler aujourd'hui, par exemple, que sur les réseaux d'assainissement, par exemple, ça ne traitera qu'une partie du problème. Et donc, on essaie de travailler maintenant avec les gestionnaires aussi de la propreté urbaine, de se dire que tout ça, ça doit être lié. Travailler avec les usagers aussi, par exemple. Aujourd'hui, on a des comportements, par exemple, d'incivilité de personnes qui jettent des déchets aux abords des avaloirs, hein, d'eau pluviale, par exemple. Il suffit d'une pluie, tous les déchets sont transités à l'avaloir, puis par les réseaux d'eau pluviale, puis se retrouvent ensuite dans les milieux naturels. Alors les plages quand c'est une ville côtière, mais sinon les rivières, etc. Donc du coup, on se rend bien compte que la propreté urbaine, la collecte des déchets, l'assainissement, tout ça est lié, que l'usager a une place. Il faut travailler avec lui sur des solutions à mettre en œuvre. Donc voilà, donc aujourd'hui, effectivement, des métiers comme le mien ont toute leur place au sein de structures comme Suez, mais je sais que les métropoles ont aussi s'arment maintenant de compétences autres que des compétences techniques, etc. Donc voilà, on a tous effectivement à y gagner. Oui, donc on voit que pour atteindre la sobriété, il y a des frontières comme ça qui bougent, des transformations, aussi bien dans le jeu d'acteurs, les champs disciplinaires qui se reconfigurent, les échelles d'action qui sont peut-être plus exactement les mêmes. Donc j'étais intéressée de voir dans vos 3 témoignages en fait toutes ces variations qui peuvent s'opérer dans vos métiers. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui veut ajouter, réagir aux propos des uns et des autres, ou sinon on peut faire une première appel au public à une question éventuellement. Pas encore? Oui? Il y a un micro qui circule. Bonsoir. Je voulais savoir comment faire en sorte qu'une ville sobre soit productive en même temps. Peut-être Charlotte, si tu souhaites te lancer dans une réponse. Productive en même temps. Ce serait antinomique. Alors, moi, je vais peut-être vous parler des exemples que j'ai étudiés, plus précisément dans le cadre de cet ouvrage. Moi, j'ai travaillé sur deux cas, plus particulièrement. Je travaillais sur l'aéroport de Schiphol, où ça me paraissait être totalement absurde, en fait, au départ, d'utiliser la notion de sobriété pour penser la question d'un aéroport. Enfin, ça me paraissait profondément antinomique au départ. Et donc, ça m'a intéressée de comprendre comment est-ce que l'aéroport se saisissait de cette notion. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas essayer de défendre le fait qu'un aéroport sobre existe. Je crois que c'est profondément contradictoire et je reste persuadée à l'issue de ce travail que ça l'est. Mais en revanche, ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment est-ce que l'aéroport se saisit de cette notion-là pour se faire un champion au niveau international de cette notion, pour se promouvoir comme tel. Et puis, je travaille sur la ville de Lima, au Pérou, qui, là aussi, présente une situation encore très différente, d'une ville qui se développe dans un désert qui est extrêmement allongé, coincé entre l'océan Pacifique et la cordillère, sur une bande qui fait plus de 150 km de long.
aujourd'hui avec des enjeux de mobilité extrêmement forts, mais du coup de pression aussi sur la capacité à organiser et à structurer des réseaux, des équipements sur des distances comme celle-ci. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier les deux ? Ce qui m'a intéressé dans le cas de Schiphol notamment et de cet aéroport d'Amsterdam, c'est la manière dont l'aéroport au départ a travaillé à partir d'un travail très systématique de cartographie, de mapping en fait de ces retombées, de ces pollutions dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la qualité de l'air, sur l'ensemble des thématiques qui pouvaient faire l'objet de consommation excessive en matière de ressources, de production démesurée de déchets, de production de pollution en termes de qualité de l'air, de pollution aussi dans l'eau, ce qui est un sujet extrêmement sensible aux Pays-Bas en raison de la situation géographique de cet État, etc. Et donc, à partir de ce mapping, un plan très ambitieux a été mis en place par l'aéroport, donc ça c'est à peu près dans les années 2002-2003, avec quelques expérimentations à la clé qui ont permis de tester à la fois en termes de financement, en termes de rentabilité, en termes d'acceptabilité aussi bien par les populations mais aussi par les collectivités locales co-gestionnaires. C'est un aéroport qui est co-géré par les municipalités, par les collectivités, pas uniquement par l'État mais aussi par les collectivités, et puis par l'ensemble des entreprises présentes sur la plateforme. Quels étaient les domaines dans lesquels il y avait des marges de manœuvre possibles? Comment est-ce qu'on pouvait financer sur 3-4 ans des formes de réduction dans la consommation des ressources? Comment est-ce qu'on pouvait en travailler sur l'acceptabilité, les mettre en œuvre, les appliquer. Et donc progressivement, ce qui au départ était un plan extrêmement ambitieux, a été réduit finalement à 3-4 grandes thématiques sur lesquelles il y avait un consensus suffisamment fort entre l'ensemble de ces différents acteurs pour s'engager durablement. S'engager, c'est-à-dire à la fois en termes de comportement, en termes de financement, en termes d'acceptabilité, en termes d'efforts à fournir, mais aussi en termes, et ça c'était notamment le cas pour la collectivité ou les collectivités partenaires, donc pas uniquement la ville d'Amsterdam, mais aussi par exemple la commune de Haarlemmer, de s'engager, de soutenir et d'endosser aussi le fait d'accepter une réduction d'une partie ou de certains types d'activités sur l'aéroport, de manière à pouvoir en échange maintenir le fonctionnement d'un aéroport selon des règles qui étaient redéfinies. Donc, ça ne veut pas dire, dans le cas de Schiphol, qu'on n'a pas un aéroport extrêmement développé. Ça reste le 4e aéroport européen avec un trafic qui est en hausse continue. Mais ça permet tout simplement, d'une part, de négocier le maintien de cette activité économique, mais aussi de créer les conditions d'un consensus à la fois à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle régionale en termes de développement économique, et puis à l'échelle nationale des Pays-Bas dans la manière de réfléchir à la place de cet État et de son économie au sein de l'Union européenne sur la manière de concilier ces différents intérêts. Et moi, en tant que politiste, c'est particulièrement ça qui m'intéresse. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour concilier ces différents intérêts et renégocier, redéfinir les choix, les priorités, et de ce fait réfléchir à ce que peut être en tout cas l'intérêt général, alors c'est peut-être un gros mot la manière de le dire, mais en tout cas l'intérêt général tel qu'il va être défini autour de cet aéroport. Donc c'est bien une des manières de le concilier. Dans le cas de Lima, le choix qui est fait, ce n'est pas le choix de rendre du pouvoir au Parlement national, c'était le cas à Schiphol, c'est plutôt le fait de donner davantage de compétences à l'entreprise gestionnaire de réseau, donc qui est la seule entité active à l'échelle métropolitaine. Il y a 43 municipalités au sein de la ville de Lima, plus 7 dans la province du Callao. Ça fait une 50aine de collectivités qui n'arrivent pas à travailler ensemble et à se mettre d'accord pour développer des politiques publiques et des équipements. Et donc le fait de renforcer les pouvoirs de cette entité gestionnaire publique, la seule entité à pouvoir intervenir à l'échelle du réseau et à l'échelle métropolitaine, eh bien ça a été un moyen de techniciser, de dépolitiser aussi. Ça se fait sans doute au prix du débat démocratique, ça se fait sans doute au prix de la capacité pour les populations locales, les différents groupes sociaux d'intervenir dans les choix qui sont faits, mais c'est la manière dont on a pensé cette capacité à gérer d'un côté des impératifs de développement, alors c'est peut-être pas du développement économique, mais en tout cas de croissance urbaine, de densification au centre, avec un objectif de gestion plus sobre des ressources. Et dans ce cas de Lima, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on retrouve justement la question que
était posé tout à l'heure par Julie Barrault, c'est-à-dire que le plus gros enjeu en termes de ressources naturelles à Lima, c'est la question de la gestion de l'eau et notamment des pollutions qui sont liées aux industries. Donc on a 2 grands types d'industries qui fournissent l'essentiel des emplois dans le secteur industriel, mais aussi des services liés à l'industrie. À Lima, elles sont toutes les 2 très consommatrices en eau. La première, c'est les brasseurs. Et puis la deuxième, c'est lié à l'industrie minière qui s'est développée de manière formelle ou informelle aux franges de la métropole et qui va pomper les ressources en eau potable qui arrivent directement depuis les Andes, qui les mobilisent dans le cadre de processus de production pour ensuite rejeter des eaux extrêmement polluées dans le réseau qui va ensuite desservir le reste des populations à l'échelle locale. Et donc toute la négociation là se fait bien entre des entreprises formelles ou informelles, des collectivités, plus de 50, qui ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un intérêt commun à l'échelle métropolitaine, et une entreprise qui, de ce fait, va se trouver investie progressivement de missions qui dépassent bien plus largement celle de simple gestionnaire de réseau, mais d'une mission qui va consister justement à opérer ses choix, en termes de priorité sur l'accès à cette ressource en eau potable. J'ai réagi juste comme ça un petit peu à chaud avec un exemple qui me vient et qui encore une fois montre qu'il faut plusieurs choses. D'abord qu'effectivement entre l'eau et l'assainissement, parce que là c'est ce dont vous parlez, une entreprise qui capte beaucoup d'eau mais qui en rejette une eau polluée dans une ressource qui sera utilisée par la suite en eau potable. Alors ici, sur Bordeaux, on a la chance, je pense que vous le savez tous, d'avoir un accès à l'eau, un accès à l'eau souterraine d'excellente qualité, etc. Donc du coup, on n'est pas face à cette problématique. On a plein de villes en France où c'est le cas. Hein. Donc ici, on n'a pratiquement pas de traitement pour l'eau potable. Elle est naturellement d'excellente qualité, mais elle est d'autant plus fragile qu'elle est d'excellente qualité, parce qu'elle n'est pas infinie. Il y a des stocks qui sont aussi vulnérables. Et donc, le lien avec l'assainissement, même s'il est moins prégnant ici, il l'est à certains autres endroits. Et notamment, pour vous parler d'un projet qui est en train de se terminer, là, qu'on a mené avec la métropole de Bordeaux, avec 9 partenaires universitaires, avec Cap Science, un projet qui s'appelle le projet Regard, qui avait comme objectif de lutter contre les micropolluants à la source. À différentes sources. Donc on a travaillé avec le CHU de Bordeaux par exemple pour essayer de comprendre de quelle façon est-ce que les résidus de médicaments et leurs pratiques finalement, enfin on dirait les médicaments et d'autres types de pratiques comme la désinfection par exemple, à l'hôpital ils désinfectent plusieurs fois par jour avec des produits plutôt agressifs, ce qu'on peut comprendre dans les salles d'op, etc. Mais souvent à cause de marchés publics et pour faire aussi des économies d'échelle, ils utilisent les mêmes produits désinfectants dans tous les services de l'hôpital, y compris dans les bureaux, etc. Donc on a questionné ces pratiques avec eux pour voir de quelle façon est-ce qu'on pouvait essayer de les questionner, de les remettre en question, etc. pour limiter leur impact sur l'environnement, enfin leur rejet dans les eaux usées, puis leur impact in fine sur l'environnement. On a travaillé aussi sur ce qu'on a appelé la source domestique. En fait, c'est moi, c'est vous, et la façon dont on utilise à la maison un certain nombre de produits qui impactent l'environnement, qui impactent la santé aussi. Donc ça va être les détergents, les cosmétiques, les shampoings, etc. Donc on a aujourd'hui toute une vague du do-it-yourself, etc. Faites vos lessives, faites vos shampoings, etc. Mais il est vrai que tous les produits qu'on utilise là ont un impact. Donc voilà, le lien entre, je parlais tout à l'heure, propreté urbaine et puis assainissement. Entre l'eau et l'assainissement, les liens sont aussi ténus. Et après, je ne sais plus de quoi je voulais parler d'autre. Mais bon, en tout cas, voilà, ça exemplifie ces silos qu'on avait auparavant, mais même nous dans notre entreprise, que les métropoles avaient, etc. Et qu'on est obligé aujourd'hui de rediscuter, quoi. Et donc, ça oblige à mettre autour de la table des acteurs qui ne se parlaient pas forcément ensemble avant, qui n'avaient pas forcément les mêmes vocabulaires, qui n'avaient pas les mêmes problématiques, pas les mêmes technologies. Et donc, voilà, moi, ça me fait dire qu'on a tout un champ de progrès. Alors, est-ce qu'on a le temps ? Voilà. Est-ce qu'on va avoir le temps de mettre en œuvre comme ça ce nouveau dialogue entre différents secteurs, entre différentes disciplines, etc. C'est un peu la question cruciale, je pense. Mais en tout cas, on l'a engagé concrètement, il me semble. Oui, pardon. Je crois qu'on n'aurait pas dû accepter votre question, en fait. Parce qu'elle n'est pas assez précise. Produire
Est-ce qu'on peut produire et être sobre? C'est ça, en fait. Et vous sous-entendez que la production ne va pas de pair avec la sobriété. Pas du tout. En fait, ma question, c'était surtout de savoir comment on arrive à articuler les deux, parce que de toute façon, une ville doit produire, mais j'entends pas produire une industrie polluante, tout ça, tout le négatif qu'on peut mettre derrière le mot production, en fait, mais produire de la ressource agricole pour nourrir, je mets beaucoup de choses derrière, mais justement, ma question, c'était de savoir comment on pouvait faire des villes qui sont productives, qui ont des services en fonction des besoins de la population, mais en même temps être sobre. Donc je dissocie pas les deux, c'est justement arriver à trouver une articulation entre ces deux. Je crois que la démonstration a été faite à la fois sur le projet Regard, sur la qualité, et aussi sur l'exemple de Lima, que si on est créatif à partir de la sobriété, on peut effectivement produire avec une bien plus grande sobriété et réduire de beaucoup. Je reprends l'exemple de ce plateau qui consomme probablement 30 à 40% d'énergie en trop par rapport à ce qu'il devrait, et on perdrait aucun confort à le réguler de manière différente. Aucun. Donc ça n'est pas du tout incompatible et on est sur des marges de progrès énormes. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais rebondir sur vos 3 exemples pour Peut-être poser... présentez-vous juste avant les questions. Oui, Jean-Michel Thoré de Bègle et vice-président du Conseil de développement de la métropole. Je voudrais prendre vos trois exemples pour poser une autre question. Lorsque vous évoquez les mousseurs, c'est très bien, mais quelqu'un qui a besoin d'1 litre d'eau, mousseur ou pas, il consommera 1 litre d'eau. Lorsque vous évoquez l'aéroport, c'est très bien, mais vous l'avez dit vous-même, la fréquentation de l'aéroport augmente en termes d'avions. La consommation de kérosène, qui est un carburant non taxé, augmente lui aussi. Lorsque vous évoquez Lima et la difficile question de l'approvisionnement en eau de Lima, c'est pas Suez qui l'a fait, mais c'est Veolia et sa filiale Soreca qui a fait l'étude il y a quelques années sur le problème de est-ce qu'on va à Lima construire une usine de désalinisation ou bien détourner les eaux du bassin de l'Amazone à travers les Andes pour alimenter Lima. Donc il y a un moment, et quelqu'un d'autre a évoqué le facteur temps. Est-ce qu'on a le temps? Et est-ce qu'on ne se doit pas de, quelque part, changer de modèle? C'est-à-dire que tous les exemples que vous nous citez, ce sont des exemples qui effectivement contribuent à une certaine sobriété, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas se poser la question du modèle social, du modèle économique dans lequel nous vivons depuis des années, dans lequel nous sommes entraînés? Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut poser une autre interrogation d'une autre envergure? Voilà. Oui, je crois que c'est déjà l'objet, en tout cas de l'ouvrage. C'est vraiment la question de transition, en fait, qui part vraiment de ce constat-là, de la raréfaction des ressources, et qui présente des panels d'exemples, d'études de cas, qui tentent de changer de modèle dans différents contextes. Après, j'ai l'impression que le livre explique bien aussi la notion qu'il n'y a pas forcément un modèle à changer, mais vraiment des modèles spécifiques selon les contextes étudiés, forcément. Peut-être que Charlotte voulait aussi ajouter un mot pour répondre à la question. Alors, j'ai commencé par là tout à l'heure en disant que c'était une notion, je crois qu'il y a un livre, en tout cas, notamment quand c'est un collectif de recherche, et surtout un collectif de recherche comme celui-ci, c'est-à-dire c'est un collectif très interdisciplinaire. On est parti en fait d'un travail qui au départ avait été pensé par des chercheurs de la R&D de Suez Environnement, et qui était de réfléchir au rôle des technologies et à la manière dont les technologies qui allaient pouvoir être introduites dans différents contextes pourraient contribuer à une gestion optimisée des recherches. Et puis cet ouvrage, finalement, il a évolué vers une entrée qui remettre en cause ce tout technologique, c'est-à-dire en disant finalement ça ne suffit pas de se poser ces questions de tout technologique, il faut regarder d'autres formes d'adaptation, il faut inventer
présenter d'autres modèles, c'est-à-dire des modèles politiques, des modèles économiques, des modèles sociaux dans la manière d'organiser cette moindre pression sur les ressources, de faire face à ce phénomène de raréfaction. Et puis c'est à travers cette analyse et la manière dont nous avons travaillé sur ces différents terrains que l'on a avancé dans cette réflexion. Et donc on a fait 3 choses et c'est comme ça que j'aimerais vous répondre. Parce que la première chose, un des premiers résultats finalement auxquels moi j'aboutis par rapport à cette notion de sobriété à l'issue de cet ouvrage, encore une fois, c'est sans doute mon point de vue de politiste qui parle, c'est le fait que cette notion de sobriété à l'échelle métropolitaine, elle est sans doute pas suffisante. C'est-à-dire qu'il y a bien un enjeu d'échelle et que on a vu dans les différents cas que nous avons étudiés que la question, elle se pose assez rarement finalement à l'échelle de la métropole elle-même, mais toujours en interaction déjà avec un débat qui reste éminemment national, avec une structuration des enjeux et des intérêts économiques, des enjeux aussi liés en termes de péréquation et de justice socio-spatiale qui, eux, sont définis principalement à cette échelle nationale. Donc, première limite de cette notion de sobriété telle qu'elle est travaillée dans l'ouvrage, c'est le fait d'avoir regardé uniquement des métropoles. Donc on reviendra sans doute dessus sur cette question par la suite, mais à mon avis ça pose la question en tout cas du rapport entre l'organisation des sociétés à l'échelle métropolitaine et le rapport à l'espace national. La deuxième manière de penser, c'est que je suis d'accord avec vous dans le sens où oui, c'est bien un moyen de réfléchir à d'autres modèles, mais rien que le fait de penser à d'autres modèles dans ce contexte de sobriété, dans ce cadre effectivement restrictif tel qu'il est de la sobriété, ça demande, c'est ce qu'on a pu observer dans ces différents contextes, une mobilisation de ressources considérables, à la fois dans la refonte des formes d'organisation économique, politique et sociale, avec des conflits et des résistances qui sont déjà extrêmement importantes. Et donc, l'un des apports de l'ouvrage, c'est de voir comment est-ce que ces tensions-là ont été résolues. Comment est-ce qu'on gère ces tensions, comment est-ce qu'on gère ces conflits, comment est-ce qu'on crée du politique, comment est-ce qu'on sort du constat pour passer à la réflexion sur l'organisation de cette sobriété, sa mise en acte, passer de ses objectifs à la mise en œuvre. Et c'est le deuxième axe qui nous a intéressés. Et là aussi, on voit que dans ces villes, eh bien, les choses ne sont pas simples. Il y a des mobilisations et des résistances en profondeur qui pose au final la question de l'articulation. Alors dans le cas de Lima, c'est des populations andines avec les populations des communautés les plus riches qui, elles, bénéficient effectivement d'usines de désalinisation et puis des communes et des populations des quartiers les plus défavorisés de Lima qui, elles, n'ont toujours pas accès à l'eau potable ni à l'assainissement. Donc cette question de l'articulation de ces différents intérêts se pose. Et puis la troisième manière de vous répondre, c'est aussi l'articulation entre d'une part des métropoles, leur approvisionnement, c'est-à-dire l'ensemble des intrants qu'elles vont mobiliser pour assurer une forme de productivité, pour revenir à la terminologie qui a été employée tout à l'heure, et puis une insertion dans des flux qui, eux, sont très internationalisés. Et le cas de Singapour nous a particulièrement intéressés. Singapour est régulièrement présenté comme étant l'une des bonnes pratiques à l'échelle mondiale en matière de sobriété et en matière de gestion sobre, optimisée des ressources, avec une ville extrêmement artificialisée, quasiment dans la manière d'organiser la gestion de ces différents systèmes de services urbains. À partir du moment où on ne tient pas compte notamment de l'approvisionnement énergétique qui se fait principalement par gaz naturel importé de l'extérieur, eh bien, on ne peut pas finalement faire ce bilan carbone. Et donc, on se rend bien compte que ça pose des questions en termes de mesures, en termes d'échelle et d'articulation sur des durées de temps plus ou moins longues, dans la capacité à tenir compte, à mettre en place des refontes de ces modèles. Donc, j'ai bien conscience que la réponse est pas totalement celle que vous attendiez. Mais moi, personnellement, et c'est peut-être une autre manière de vous répondre, je suis toujours très frustrée quand j'entends des travaux qui peuvent être faits. Alors là, j'ai bien conscience de m'engager sur un terrain très difficile, mais ou peut-être un peu plus polémique. Mais moi, je suis toujours très, très frappée quand j'entends des travaux qui se font aujourd'hui sur les questions de la décroissance, de la place du politique. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'on négocie et comment est-ce qu'on structure
sur cette intégration des intérêts. C'est-à-dire justement comment est-ce qu'on va concilier des intérêts qui a priori apparaissent contradictoires ou qui le sont effectivement à partir du moment où on rentre dans le dur. Et donc très souvent, on va voir se mettre en place des solutions à l'échelle d'une biorégion, par exemple, qui permettent de valoriser des formes d'organisation locale, des formes d'organisation sociale, des formes d'organisation économique, qui répondent à mon sens à une partie des enjeux qui vont se poser. En revanche, la question du politique et de sa structuration à différentes échelles, pas uniquement à l'échelle métropolitaine, mais aussi en lien avec le niveau national, me paraissent ouvertes en termes de conceptualisation, de capacité à le penser et puis aussi à l'organiser très concrètement. Et donc, la façon dont on a mené la réflexion sur cette notion de sobriété dans l'ouvrage, c'est aussi un moyen de poser la question du politique, de poser la question de ces formes d'organisation politique et des degrés d'acceptabilité de mise en place de modèles, de transformation des modèles existants et d'aller vers d'autres formes d'organisation et de gestion de ces ressources. Voilà. Mais évidemment, c'est un débat ouvert et en rentrant dans cette question du politique, j'ai tout à fait conscience de peut-être... Oui, justement, sur la question du politique, un des résultats aussi majeurs de l'étude, c'est de montrer que l'échelon national, le pouvoir central, eh bien, est un levier fort sur la mise en place de politiques de sobriété. Donc ça m'a amené à la question en fait, de la sobriété pour qui ? Comment réguler cette sobriété, au service de qui en fait ces différents nouveaux modèles sont dirigés. Est-ce qu'on peut parler d'une sobriété réellement pour tous ? Comment l'organiser entre tous les usagers ? On a un des représentants du service public. Peut-être que vous pouvez exprimer quelque chose sur cette question de solidarité avec les actions que vous menez. Sur la relation au temps, c'est étonnant votre question parce qu'effectivement, enfin, elle est légitime. Une des grandes difficultés, c'est justement notre volonté d'être pressé. C'est notre relation au temps qui a fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation un peu délicate. Très délicate. Et aujourd'hui, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on a le temps ? C'est la question que posent les gens qui signent la pétition sur l'urgence climatique, en fait. Ils interrogent l'horloge. Est-ce que Bordeaux Métropole 2050, ça suffit ? Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Laura, c'est-à-dire qu'on voit bien quand même que les États sont remis en question par un certain nombre d'acteurs. C'est l'ouvrage, oui. Et c'est vrai, c'est l'ouvrage. Et on voit bien qu'ils ne vont pas forcément assez loin par rapport à ce qui est possible de faire, ce qu'il est possible, et que les territoires et les associations sont en train de se réemparer de la question pour des raisons, j'évoquais tout à l'heure des raisons économiques, mais c'est aussi des questions de maîtrise de ses besoins et de son avenir. À Bordeaux Métropole, on gagne une dizaine de milliers d'habitants par an. Et on le voit sur les 3 indicateurs forts que sont l'énergie, l'eau et les déchets. On voit une belle diminution par habitat, per capita. Les consommations diminuent sur l'eau, sur l'énergie. Et puis, bon an, mal an, on trie mieux les déchets, on valorise mieux les déchets. Mais, en valeur absolue, les 3 indicateurs dérivent complètement. Donc ça montre bien que, et ça depuis 5 ans, de façon imparable, ça montre bien qu'aujourd'hui, malgré tous nos efforts, malgré l'amélioration individuelle, des comportements individuels et de la technique et d'un certain nombre de facteurs on n'arrive pas à infléchir la consommation de ces ressources premières. Et donc, il faut retourner le calcul complètement à l'envers et se dire effectivement, par rapport à un scénario de rupture sur ces facteurs, alors sur l'eau, sur l'énergie, sur les déchets, on doit pouvoir y arriver parce qu'on voit bien des comportements. Quand vous parliez de zéro déchet tout à l'heure et que vous disiez qu'il faut arrêter l'incinération, d'autres vous diront mais oui, mais aujourd'hui on la valorise dans des réseaux de chaleur qui sont considérés comme de la production d'énergie locale. Et bon, enfin il y a des étapes, c'est une transition, on n'y va pas directement et on va y aller en plusieurs étapes. Donc je disais, il faut retourner le calcul et se dire c'est quoi aujourd'hui le niveau de comportement vertueux qui permettrait collectivement, en le décidant ensemble, ce qui
veut dire qu'effectivement, il faut motiver tout le monde et on voit bien des écarts très importants entre ceux qui sont à zéro déchet aujourd'hui, qui vont chez Biocoop avec leurs sacs en tissu, qui ont déjà abandonné les poches papier depuis longtemps, et puis ceux qui remplissent une poubelle de 50 litres, 2 poubelles par semaine. Il y a des écarts très importants de comportement et donc il va falloir quand même faire un sacré travail de médiation pour emmener tout le monde. Donc je disais, si on fait le calcul à l'envers, on peut avoir, effectivement, pour infléchir cette progression collective en valeur absolue, ça a une conséquence directe, et ça peut nous dire combien d'eau on peut consommer par an, par foyer, combien d'énergie on peut consommer par an, par foyer. Et puis là, on aura une petite idée de ce que, individuellement, et non pas collectivement, individuellement, ça nous demande comme effet, comme rupture. Cet exercice-là, je ne l'ai pas encore fait, mais depuis quelques jours, ça me trotte dans la tête et je vais le faire parce qu'il est évident que... Alors, on sait qu'on a des marges de progrès importantes, très importantes. En principe, ça doit passer sur ces 3 indicateurs-là. Sur les émissions de gaz à effet de serre, dès qu'on se tourne vers l'aéroport et sur notre mobilité, là, ça devient un peu plus difficile. Et j'ai écouté Charlotte attentivement et malgré tout ce qu'elle a dit, et moi-même j'avais contribué il y a quelques années à une étude sur la consommation d'eau de l'aéroport de Bordeaux. Mais j'entends toujours pas comment on peut, dans ce modèle-là, et là vous aviez raison de le dire, j'entends toujours pas une inflexion majeure, c'est-à-dire pour moi c'est du télétravail, c'est du conf-call, c'est tous les lieux de travail équipés de conférences de WhatsApp et autres outils qui permettent d'éviter de se déplacer. C'est quelque chose de drastique, c'est-à-dire qu'on applique effectivement cette règle que je viens d'indiquer de rupture forte dans nos comportements pour s'inscrire sur les trajectoires qui vont bien. Ça veut dire des efforts qu'aujourd'hui, on n'imagine pas encore et que malheureusement, peut-être vous allez considérer comme un défaut de productivisme ou de capacité de produire. Je crois que la sobriété, il faut la placer effectivement au cœur de nos réflexions. Il faut la placer comme une base, un concept de base et un point d'entrée de toute notre capacité, notre créativité. Évidemment, il y a un gros écart entre les personnes qui sont déjà dans une démarche zéro déchet et des personnes qui ne le sont absolument pas. Mais il y a un des outils qui a prouvé son efficacité sur d'autres territoires. Ça s'appelle la tarification incitative. C'est quelque chose de pas forcément très... bien vu, c'est quelque chose de très clivant parce qu'on va appliquer une partie sur la taxe d'ordures ménagères, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pardon. On va appliquer une part qui va dépendre de la production de nos déchets. Et évidemment, pour quelqu'un qui n'est absolument pas dans la démarche, ça va être plutôt mal vu, ça va être assez punitif pour ces personnes-là. Pour autant, il y a un gros travail à faire pour les accompagner. Et ça a été fait par exemple dans l'agglomération de Besançon. Ils s'y sont mis dès 2009. Alors c'est pas du tout la même échelle que Bordeaux Métropole évidemment, mais ils ont réussi à réduire de manière assez drastique leurs déchets, leurs ordures ménagères de plus de 30%. Et grâce à cette baisse de production d'ordures, ils ont pu fermer un de leurs fours d'un incinérateur. Donc ça peut avoir vraiment des effets très positifs. Après, il faut que ce soit évidemment accompagné d'une politique de communication très très bien faite. Et en principe, ça commence un an avant. Alors Bordeaux Métropole a 4 quartiers en expérimentation avec cette tarification incitative-là. Et d'ici 2025, il va falloir faire de gros efforts parce que ça va être imposé par la loi. Donc il va y avoir, enfin imposé, il y a un objectif d'avoir 25 millions de personnes couvertes par la tarification incitative d'ici 2025. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent et il faut s'y mettre dès maintenant finalement. Il y a d'autres villes qui l'ont mis en place qui ont une importance plus grande comme Milan, comme San Francisco qui est toujours l'exemple type de la ville sobre en matière de gestion des déchets. Ils ont un taux de recyclage de 80%, ils ont un objectif d'avoir 90% de taux de recyclage. En France, on en est plutôt à 32-33% pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est une ville qui est extrêmement bien avancée dans ce domaine-là.
Il y a une grosse politique de promotion du compostage, du réemploi. Et quand on parlait de productivité tout à l'heure, on associe souvent la notion de productivité aux emplois. On a toujours peur que quand on va vers quelque chose de plus décroissant, si on peut dire, vers plus de sobriété, on va perdre des emplois. Mais en matière de déchets, on a une personne employée équivalente en plein pour une décharge, une installation de stockage des déchets. 3 personnes, pardon. 3 personnes pour un incinérateur, 31 personnes pour un centre de tri et 690 personnes si on les met sur du réemploi, donc tout ce qui est réparation, etc. Donc parler de productivité, je ne suis pas sûre qu'il faille vraiment continuer à produire et surconsommer et d'être dans cette démarche-là pour pouvoir finalement avoir quelque chose de plus sobre, de plus durable. Et il y a une étude qui est sortie aujourd'hui de l'Organisation internationale du travail qui estime que si pour remplir les objectifs de diminution des gaz à effet de serre, etc., pour répondre à l'urgence climatique, finalement, on aurait besoin de 24 000 emplois. 24 000 emplois, pardon. Donc on en perdrait 24 millions d'emplois, pardon. On en perdrait 6 millions sur des emplois qui sont un peu moins durables, voilà. Et on en gagnerait donc au total 18 millions. Et rien que pour la partie déchets, c'est 6 millions d'emplois qu'on gagnerait à aller vers plus de gestion durable des déchets. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là aussi. Et encore une fois, la tarification incitative, ça peut être un vrai outil pour aller vers plus de sobriété à l'échelle d'une agglomération et d'une communauté de communes. Et c'est aussi, enfin, moi je vous rejoins, et c'est ce genre de choix est un choix politique en fait. C'est le politique qui prend la décision. Et en fait, elle est là un peu toute la différence. C'est que les exemples que je suis la première à avoir donnés, et que parce qu'on fait aussi un peu avec les moyens du bord parfois, mais d'un autre côté, on devient un peu fou si on n'essaie pas quand même d'agir à haut niveau auquel on peut agir. Et donc, quand je parlais tout à l'heure du projet Regard qu'on a travaillé avec le CHU, alors c'est une structure qui est extrêmement pleine d'inertie, les contraintes réglementaires, etc. sont incroyables, et on se rend compte à quel point c'est difficile d'agir sur des choses qui nous paraissaient pourtant pas compliquées, de changer le savon des salles de bureaux, etc. Mais non, tout est très compliqué. On a travaillé avec des familles pour essayer de leur faire changer leur comportement, et c'est vrai qu'elles étaient les premières à nous dire mais le problème, c'est pas nous, le problème, c'est les industriels qui nous donnent à acheter des produits qui sont nocifs pour l'environnement. On disait allez voir les politiques, allez voir les députés, allez voir vos maires. Et on était, voilà, au niveau de, enfin, moi je sais qu'au niveau de Suez, on travaille aussi par exemple sur la problématique des lingettes. Alors ça c'est un truc de fou, les lingettes. Il y a écrit partout biodégradable, peut être jeté dans les toilettes, comme les rouleaux de papier toilette, vous savez maintenant qu'on peut mettre. C'est une aberration écologique, c'est une aberration aussi pour nos réseaux, enfin les réseaux des collectivités qui se bougent, qui s'encrassent, qu'il faut aller nettoyer je ne sais combien de fois par jour, ça coûte une fortune. Et on a beau faire du lobbying auprès des industriels, ils se sont mis dans la bonne commission à Bruxelles pour faire du lobbying au bon endroit, et on n'arrive pas à faire interdire la mention, voire les lingettes tout court, qui est au niveau des déchets aussi, les cotons-tiges, enfin plein de choses qu'on jette dans les réseaux, qui se retrouvent, si c'est pas à coincer, à boucher les réseaux, sur les plages ou dans les océans. C'est pareil des lentilles de contact, etc. Enfin, il y a plein de... Et voilà, et ça se joue finalement à un autre niveau. Mais est-ce qu'on pourrait quand même pas, en attendant que nos politiques, et de faire suffisamment de pression au niveau politique, ou de faire remonter d'une façon ou d'une autre, il faut quand même agir, parce que sinon on s'en rend malade. Donc à chacun à notre petit niveau, on essaie de faire des choses. Donc que ce soit les familles qu'on essaie d'accompagner à fabriquer leur lessive, et qui par boule de neige vont en parler à leurs voisins, à leurs collègues, etc. Ils se forment des communautés aussi. Et le pouvoir citoyen, enfin, faut pas le négliger non plus. Il y a eu de grandes choses qui sont parties du terrain et qui ensuite ont fait émerger des politiques publiques. On a plein de cas en France ou à l'étranger où ça existe quand même.
Et donc voilà, je pense que chacun aussi, on doit essayer d'agir où on peut agir, même si on sait que voilà, ça se joue parfois à un autre niveau. Oui, je voulais surtout pas donner l'impression qu'il y avait un effet du haut vers le bas, mais en tout cas, il y a quand même une aide quand on a un soutien politique, mais bien sûr que ça circule et que ça va dans les deux sens. Et on discutait l'autre jour avec Céline Réboubé au téléphone sur une des actions qui est assez phare, je trouve, dont vous me parliez, d'une action que vous avez menée avec des commerçants, et puis que c'est remonté progressivement jusqu'à Bruxelles. Si vous pouvez en dire quelques mots. Oui. Je voulais juste préciser avant aussi, ça peut être je pense que le plaidoyer associatif, c'est quelque chose de très important. Et une des avancées qu'on a obtenues avec Zero Waste, c'est l'interdiction des microbilles de plastique dans les produits rincés. C'est tout ce qui est cosmétique, type gommage, etc. Donc tous les produits, même dentifrice, on se demande pourquoi il y a des microbilles de plastique dans les dentifrices, mais avant il y en avait. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut réussir à faire évoluer. Au niveau de la campagne Mon commerçant zéro déchet, c'est une campagne nationale qu'on a répercutée dès qu'on s'est créé en mars 2018 à Bordeaux. En fait, ça va être une campagne où on va aller démarcher les commerçants, leur parler un peu de la réduction des déchets en général et tâter le terrain un peu pour voir s'ils sont prêts à accepter nos contenants propres pour être servis dans les commerces de bouche, type boulangerie, boucherie, fromagerie, traiteur, etc. Et on arrive à avoir une carte au niveau national qui est très bien fournie. Ça permet aussi, on a un sticker qu'on appose sur les vitrines. Ça permet aux personnes qui sont pas dans cette démarche-là, qui sont peut-être pas assez à l'aise avec le discours, d'aller directement voir le commerçant et de se sentir bien accueillis avec leur boîte, etc. Et je pense que c'est avec ce genre d'actions-là, sur lesquelles après Zero Waste France peut s'appuyer, que le lobbying va être d'autant plus important. Il y a une directive européenne qui est passée en décembre dernier et qui est très... c'est la première fois que l'Union européenne va vers une réduction des déchets à la source. Et ça va être notamment le cas pour les déchets, les déchets d'emballage des restaurants emportés. Il y a eu, alors ça n'a pas de rapport avec Zero Waste France, mais la semaine dernière, il y a la ville de Berkeley aux États-Unis qui a le conseil municipal qui a interdit au fast-food de servir les clients qui mangent sur place dans des emballages à usage unique. Donc c'est des choses qui peuvent être faites. Après, ça dépend on va dire, du pays dans lequel c'est fait. Mais il y a plein de villes qui ont ce genre d'action-là. Les gobelets font partie aussi des objets à usage unique qui vont être interdits d'ici 2021 grâce à la directive de l'Union européenne. Il y a la ville de Fribourg en Allemagne qui a développer un réseau de consignes pour les gobelets de café. Donc ça, c'est aussi une action qui peut être faite dans le cadre d'une ville, au niveau de la ville, mais qui peut avoir un impact et qui peut donner plus de pouvoir, plus d'importance aux plaidoyers qui sont faits par les associations ensuite au niveau européen pour éliminer certains des déchets à usage unique qui sont facilement évitables finalement. Merci. Oui, public. Merci. Bonsoir, Grégoire Pavio, je suis étudiant à l'Institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme de Bordeaux. Et ma question concerne Monsieur Fauché. J'aurais une question. On a beaucoup parlé de l'échelle internationale, de Milan, Lima, Amsterdam. À l'échelle plus locale, comment, ou en tout cas, quelle relation la métropole entretient avec les acteurs économiques du territoire pour justement peut-être les inciter à s'inscrire dans une dynamique un peu plus sobre? Oui, vous avez raison de poser cette question parce que quand on regarde notre action sur notre seul patrimoine, en termes ne serait-ce que d'émissions de gaz à effet de serre, on pèse que sur 8% des émissions totales du territoire. Le reste, c'est vous, c'est nous, puis c'est les acteurs économiques. Donc évidemment, on s'adresse à eux.
Avec les armes dont on dispose, parce qu'on ne peut pas imposer, on incite beaucoup, on crée des clubs climat-énergie, on essaie de trouver les bons dispositifs d'aide, d'accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments du tertiaire. Il n'y a rien de prévu en termes réglementaires sur ce sujet. En tout cas, il n'y a pas d'obligation forte pour les entreprises. Donc on est plus dans l'incitation sur ce type de public et on essaie de créer une émulation par le même type de défi, mais aussi en travaillant avec eux sur l'efficacité énergétique. On se rend compte que c'est très étonnant, alors que le prix de l'énergie augmente, et les entreprises continuent à avoir des comportements pas très sobres sur la question des fluides énergétiques en général, et continuent à négliger cet aspect qui est pourtant un aspect très important, qui très souvent peut leur permettre justement de sauver l'entreprise dans des situations difficiles, ne serait-ce que parce qu'ils gagnent 20, 30%, 40% sur leur facture d'énergie. Donc on s'intéresse à tous les acteurs du territoire et on essaie d'inviter tous les acteurs du territoire à suivre nos pistes. C'est pas très simple quand on n'a pas d'outils autres que l'incitation. Alors en revanche, sur notre patrimoine, là on essaie d'être le plus exemplaire possible. Sur la ville de Bordeaux, par exemple, on a injecté entre 2009 et 2018-17, on a injecté plus de 14 millions d'euros dans la rénovation thermique des bâtiments publics. Et on a bien fait de le faire parce que les courbes se sont croisées, la fameuse courbe du business as usual. Si on avait laissé faire, on serait complètement envolé, tant au niveau de la conso que du prix de l'énergie. Et on ne regrette pas, puisque ces courbes se sont croisées et les politiques ont applaudi et ils ont eu le courage d'investir 2 millions par an dans la rénovation. Et aujourd'hui, on est à environ 38% d'économie sur cette période. 38%, c'est énorme et c'est de l'argent qu'on peut utiliser autrement. D'autres questions? On a un peu moins de 10 minutes là. Oui. Bonjour, c'est Camille Ménard, je suis doctorante à Passage. Et ma question, c'est sur... on en a un peu parlé du coup, le rôle de chacun des acteurs pour instiguer la mise en place de synergies ou de nouvelles symbioses entre différents services, entre différentes ressources, trouver des nouvelles façons de mettre en relation des ressources pour dépenser moins, avoir moins de déperdition. Donc voilà, je voulais savoir, en général, c'est plutôt à l'initiative de politique publique, de la politique en général, ou est-ce que des fois des entreprises dans le secteur privé peuvent avoir un rôle pour pousser à innover dans ce sens-là? Peut-être répondre de manière très courte et puis je passerai le micro, mais vous mettez le doigt sur un vrai problème. C'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, sur la complexité de la cité aujourd'hui, parce que ces symbioses, moi aussi, elles me passionnent. Je les appelais pas comme ça avant de lire les livres, mais en fait, c'est comment on travaille sur la complexité de la cité et comment on essaie, avec une action concertée, coordonnée, comment on essaie de résoudre plusieurs problèmes à la fois, de travailler sur plusieurs difficultés, plusieurs problèmes à la fois. Donc comment on a une approche systémique, opérationnelle, active sur la cité. Je vais juste dire une chose et dire une petite frustration que j'ai, mais le lire vient me démentir d'une certaine manière, c'est qu'on n'a pas, contrairement à d'autres pays, et c'est le cas par exemple à Genève, à l'Université de Genève, on n'a pas de lien direct avec l'université. L'université travaille en silo sur des problématiques extrêmement pointues et je dirais méprise un petit peu nos problématiques de la cité, ce qui fait que nous, fonctionnaires territoriaux, on se retrouve à prendre des décisions au quotidien et on ne se sent pas toujours bordé par de la réflexion universitaire qui viendrait se pencher sur nos situations complexes. Il y a Popsu, mais ça démarre tout juste. Désolé. Non, mais moi
En tout cas, dans le cadre de ce projet, parce qu'il y avait une collectivité qui était partenaire, qui n'a pas participé à la rédaction de l'ouvrage, mais qui était l'établissement public. Alors, c'est un établissement public d'aménagement, Plaine de France, et qui a été le démonstrateur, notamment du modèle, de l'outil Syracuse, qui a été développé par Suez Environnement à l'issue de cette recherche, de manière à pouvoir aider à la décision, nourrir la décision des collectivités locales pour développer des formes de réduction des consommations de ressources. Donc c'est un outil qui a été travaillé. Moi, je voudrais peut-être simplement revenir sur un point sur qui impulse. Ce qui nous a intéressé dans l'ouvrage, c'est de voir que selon les contextes, eh bien, ce sont des acteurs finalement assez différents que l'on va voir impulser cette dynamique. Et c'est pour ça que l'entrée par les technologies nous a paru finalement assez pauvre. Elle ne permettait pas de répondre finalement à l'ensemble des dynamiques qui pouvaient être impulsées. À Vancouver, par exemple, on va retrouver des ONG, des collectivités, enfin des ONG, des associations qui vont, à travers leur travail de plaidoyer, mais de mobilisation aussi des collectivités locales, de mobilisation des populations, impulser des dynamiques, impulser ces dynamiques de changement à l'échelle locale pour progressivement émerger à l'échelle métropolitaine. Ce qu'on va retrouver à San Francisco, ce qu'on va retrouver dans différents types de contextes comme ceci. Dans d'autres, eh bien, ce sont plutôt les entreprises, soit publiques ou privées, gestionnaires de réseaux notamment, qui, à travers la capacité à moderniser le réseau, à organiser ces formes d'optimisation, mais à l'échelle du réseau, vont pouvoir limiter les pertes en eau, par exemple, vont pouvoir travailler sur différentes formes de consommation, vont pouvoir travailler avec les usagers sur la manière de pouvoir optimiser ces réseaux. Dans d'autres cas, ça va être des entreprises qui peuvent proposer des formes urbaines. Alors, il y a eu beaucoup de développement, notamment pas d'écoquartiers, mais en tout cas d'autres formes d'architecture. Parce que je trouve que les écoquartiers, on a montré toutes les limites que pouvaient avoir ces formes urbaines, mais en tout cas d'autres manières de penser la ville, qui permettaient du coup de réfléchir aussi à des formes de densification urbaine qui permettent de préserver des territoires agricoles, de préserver des territoires en friche, de manière à pouvoir développer des espaces verts, de pouvoir recréer de la biodiversité en ville, de manière à pouvoir recréer des espaces au sein des villes. Et puis on va retrouver aussi des collectivités locales qui vont être aux manettes. On parlait tout à l'heure des États, parce que ça c'est un des éléments qui nous a le plus surpris finalement à l'issue de l'ouvrage. Quand on lit la littérature aujourd'hui sur les questions de sobriété, sur les études urbaines, tous les travaux finalement que Laura a cités au départ de son intervention, eh bien il y a énormément d'attention qui est portée sur l'autonomie, pas l'autonomie, mais en tout cas la capacité des villes à porter ces projets en matière de sobriété. Et l'ouvrage montre à la fois toute l'ampleur du rôle qui peut être joué par ces collectivités à l'échelle des métropoles pour toutes les questions qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le renforcement de la population, l'accumulation des richesses, des ressources aussi dans ces territoires, mais aussi toutes les limites de l'action qu'elles vont mener. Soit parce qu'elles n'ont pas toujours la possibilité d'aller plus loin que d'expérimenter, et donc ça pose à un moment donné la question de la réglementation, qui reste dans nos sociétés plutôt développées à l'échelle des États, parfois l'Union européenne, et donc ça pose bien la question des échelles et de la relation entre l'expérimentation et le passage à la réglementation, à la loi. Dans le cas des aéroports, c'est même l'échelle très internationale, c'est-à-dire que la mobilisation à l'échelle des conclimats, par exemple à Heathrow, voire même au niveau européen, eh bien, ça n'a pas encore permis de pousser à l'insertion de ce secteur de l'aviation civile et de l'aéronautique dans les négociations internationales sur le climat, et ça reste encore un des éléments qui reste en dehors de ces négociations. Donc là, on est vraiment sur des articulations d'échelle qui vont du très local au très international. Et puis les États, ça reste aussi le lieu où l'on va penser l'articulation entre l'urbain et le rural. Et cette articulation entre urbain et rural, elle se pose de plus en plus à partir du moment où on a des métropoles qui innovent, qui se développent, qui peuvent, mal que mal et malgré les limites que vous avez évoquées les uns et les autres, aller très loin dans la capacité à penser différemment la manière de consommer ces ressources, de mobiliser, d'agir chacun à notre échelle. Et ça pose la question de l'invention de modèles de gestion optimisée des ressources pour des territoires ruraux, pour des territoires beaucoup moins denses, pour des territoires qui sont structurés d'une manière différente, et où là, on va retrouver des formes d'organisation politique et sociale qui sont totalement différentes de celles qu'on va observer dans les territoires métropolitains. Et donc, alors, on peut se dire qu'il faudrait
investir davantage dans la manière de penser ces modèles à l'échelle des territoires ruraux, à l'échelle des territoires périurbains et ruraux, de territoires en décroissance, de territoires en situation de désertification. Ça existe aussi en Europe et puis ailleurs. Et depuis une dizaine d'années, on a beaucoup centré l'attention sur les métropoles et peut-être pas suffisamment sur ces territoires-là. Mais l'articulation entre les deux, elle se fait encore à l'échelle nationale pour penser des formes de péréquation. Et donc cette organisation politique, elle est au cœur finalement à la fois des solutions qui peuvent être proposées et des politiques publiques qui vont être menées. C'est à la fois des opportunités, le droit à l'expérimentation, mais c'est aussi des contraintes pour les métropoles, l'incapacité à aller plus loin que cette expérimentation à partir du moment où on est contraint par la réglementation à l'échelle nationale et par des outils, par des modes de calcul, par des formes de rentabilité qui sont structurées à d'autres échelles. Donc c'est l'une des limites, je pense, de l'ouvrage que d'avoir uniquement travaillé sur des métropoles. Enfin, il a été conçu il y a plusieurs années maintenant, on le travaillerait peut-être différemment aujourd'hui. Mais le résultat qui nous a beaucoup étonnés, c'est justement le rôle de ces États et de ces scènes politiques nationales dans la structuration des opportunités, des contraintes de ces métropoles. Et à la fois leur donner des possibilités, avec l'expérimentation, ce qui a été fait par le Grenelle, ce qui a été fait par les différentes lois, par exemple, en France ces 10 dernières années, et puis des contraintes très très fortes dans l'incapacité à aller plus loin pour limiter davantage encore la mobilité, limiter davantage encore le recours à la voiture, limiter davantage encore des formes de production peut-être plus polluantes, et du coup inventer aussi ces nouveaux modèles à l'échelle des sociétés nationales ou à l'échelle européenne en tout cas. Oui, alors, enfin juste pour compléter, puisque vendredi, il y avait un débat, je ne sais pas si vous y étiez à Bordeaux, dans le cadre de Bordeaux Métropole 2050, sur le climat et l'aménagement du territoire, où il y avait Hervé Le Treut et Philippe Madec, entre autres, qui discutaient cette question d'interdépendance territoriale entre la ruralité et les métropoles qui nous fascinent tous depuis peut-être même plus que 10 ans. Et en tout cas, il y a eu comme un consensus pendant le débat que finalement l'avenir était la ruralité et justement les circularités entre les villes et les territoires alentours, mais de vraiment centrer sur les territoires ruraux et d'arrêter de parler de villes et de campagne, mais plutôt d'établissements humains. Il y a eu tout un débat là-dessus qui est visible sur la chaîne YouTube. Et on va prendre la dernière question de la soirée. Merci beaucoup. Clémence Belloir, ingénieure en eau potable et assainissement et étudiante en RSE et développement durable. Je reviens sur la notion d'incitation. Je voulais savoir si, selon vous, il est envisageable d'aller au-delà de l'incitation et de mettre en place des contraintes fortes auprès des entreprises, ou est-ce que c'est trop risqué et ça ferait fuir tout le monde du territoire et que ça nous pénaliserait plus qu'autre chose? Voilà, merci beaucoup. Donc incitation versus coercition et effectivement écologie punitive et baisse de productivité, baisse de capacité de concurrence de nos entreprises, baisse de... Enfin, moi je vais revenir sur ce que vous voulez dire. J'ai bien entendu votre question, mais quand même c'est étonnant cette façon de dire bon, les territoires, vous avez le droit d'expérimenter, mais finalement c'est la péréquation et l'égalité, c'est l'État qui la garantit. Moi je trouve ça quand même assez incroyable. Aujourd'hui, est en train de se développer une force dans les territoires qui résonne plus du tout sur les frontières institutionnelles, mais qui résonne sur les bassins de vie. Et je me demande si quand même ces bassins de vie ne sont pas en train de reposer la question des territoires, encore une fois des relations entre justement les territoires urbains et les territoires plus ruraux, et de remettre tout à plat. Bon, en tout cas, sur l'incitation et sur... la question, elle va être un peu toujours la même, c'est-à-dire que est-ce qu'on décrète localement parce qu'effectivement on est dans une logique de ressources locales et d'économie plus locale, pardon, et d'urgence aussi. Est-ce qu'on décrète que c'est les entreprises qui vivent sur un territoire et qui utilisent les ressources d'un territoire doivent effectivement être à l'aune des enjeux de ce territoire? Et c'est aujourd'hui pas du tout prévu par la loi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Bon, la loi est plutôt bien faite dans l'ensemble, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement les moyens
de tordre le bras à certaines entreprises sont malheureusement... Enfin, nous, on récupère chaque jour des sols et terres pollués qui ont été abandonnés par des entreprises, qui sont orphelins. Les entreprises sont parties, on ne sait plus qui a laissé derrière elles ces sols et terres pollués. On combine avec tout ça, quoi. Hein, et c'est vrai comment dire, pour le coup, la loi n'a pas bien fonctionné puisqu'elle n'a pas réussi à forcer le pollueur à payer. Et on nous autorise effectivement l'innovation, mais je prends un exemple précis, concret, la distribution d'énergie électrique. Aujourd'hui, quand on remet en cause le modèle centralisé, on nous dit qu'on est antisocial et qu'on remet en cause la péréquation tarifaire qui se veut sociale. Mais quelle péréquation tarifaire quand on va alimenter aux frais collectifs, on va alimenter des sites extrêmement isolés et que tout le monde paye pour ça? Où est-ce qu'elle est la péréquation là quand on paye le même prix dans les dom-toms, le même prix de l'électricité qu'en France où on les produit avec des centrales nucléaires et que là-bas ça coûte 3 fois plus cher de la produire. C'est une péréquation mais qui commence à être, qui commence à se heurter à un vrai problème de cohérence entre la ressource et le prix de cette ressource. Donc c'est vrai que non pas qu'on ait forcément la solution. C'est bien le problème. C'est pour ça que j'en appelle à l'intelligence universitaire pour venir nous aider à résoudre ce problème. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle est la bonne dimension d'un réseau de distribution d'énergie électrique. Nous-mêmes, on n'a pas cette réponse. On voit bien qu'effectivement, il y a énormément de pertes sur un grand système centralisé. On voit bien qu'au nom de la péréquation, on fait des choses qui ne sont pas très cohérentes au sens de la physique elle-même. Mais on n'a pas le droit de remettre en cause, effectivement, ce modèle-là, pour être tout à fait clair. Bien. Je voudrais donc remercier tous les intervenants, toute la richesse. On a eu un peu un panel diversifié de tous les acteurs de la fabrique de la ville. Le prochain débat est tout à fait lié puisqu'il s'agit des villes en décroissance qui aura lieu le 14 mars à la Maison éco-citoyenne. Donc vous êtes les bienvenus. On pourra continuer à débattre. Et puis merci à vous tous pour vos questions et votre écoute.